les essais de phase 2 commencent les études sur les patients, en général sur des petites quantités de patients, comme vous le voyez, souvent moins de 50 personnes. L'idée, c'est de mieux définir la tolérance et je l'ai marqué d'emblée, un essai de phase 2 se fait en double aveugle de manière à avoir une évaluation objective des données. Alors, j'insiste sur le fait qu'un essai de phase 2 est avant tout destiné à connaître la tolérance d'un produit et pas du tout à en définir l'efficacité. C'est le rôle de la phase 3 de définir l'efficacité d'un médicament. Et c'est aussi pour ça que la phase 3 couvre un nombre de patients en général beaucoup plus important, quelquefois même 1000 ou plus de 1000 patients, en tout cas plusieurs centaines. C'est un élément fondamental, on y reviendra tout à l'heure sur certains médicaments. Et si deux études de phase 3, alors après ça dépend de la priorité d'un médicament, mais parfois une, mais souvent deux études de phase 3 peuvent définir l'efficacité d'un médicament, à ce moment-là, il va être commercialisé ou mis à disposition. Et puis il existe également donc, des études de phase 4, il y en a beaucoup moins en ce moment, mais ces études de phase 4, ce sont des études en vie réelle qui ont vraiment pour but de définir la manière dont on utilise un médicament. Alors, souvent, on nous dit pourquoi un double aveugle. Alors, le double aveugle, il a vraiment deux fonctions qui sont majeures. La première, c'est la sécurité du patient, on n'y pense pas toujours. Quand on fait un essai thérapeutique, le premier souci des médecins, c'est la sécurité des personnes. Ce n'est pas du tout d'abord de savoir si le médicament est efficace. On a donc besoin de prouver que le remède ne soit pas pire que le mal. C'est un point très important. Et s'il y a donc un groupe de référence qui est traité par placebo et un groupe qui est traité par le médicament, c'est pour bien montrer qu'avec le temps, les patients traités par placebo ne se portent pas mieux que ceux qui sont traités par le médicament. Il y a eu plusieurs études, je reviendrai tout à l'heure, mais il y a eu pas mal d'études en fait qui ont montré que le médicament était bien pire que la maladie elle-même. Et donc c'est un point très important, hein. Comme disait souvent Vincent Méninger, c'est pas parce que la SLA est une maladie grave qu'il faut permettre de faire absolument n'importe quoi. Donc c'est fondamental. Et le deuxième objectif double aveugle, c'est de déterminer objectivement l'efficacité. J'insiste sur le côté objectif. Sans double aveugle, on ne peut pas savoir si un médicament est efficace. Et on fait du bidouillage, on ne fait pas du scientifique. Et il ne faut pas oublier que ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique. Et c'est la raison pour laquelle les médecins, les scientifiques se sont élevés contre ce qui a été dit pour le Covid et la chloroquine, par exemple, mais surtout pour la SLA. C'est la raison pour laquelle l'édaravone est un médicament qui n'est pas un médicament qui a démontré son efficacité dans la maladie, tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu de phase 3 de fait avec cet édaravone. Il y a eu quelques dizaines de patients traités sur quelques mois seulement, donc pas de process classique. Donc, pas de à un moment donné aux États-Unis qu'il a démontré son efficacité. Il faut faire très attention à ces aspects-là. Deuxième point, quand on a un essai thérapeutique, eh bien, on ne peut, nous, les médecins, inclure les patients que dans le cadre des critères qui ont été définis par le promoteur de l'étude, que ce soit un laboratoire ou que ce soit un académique, c'est-à-dire un autre hôpital qui fait cette étude. Et dans la SLA, la plupart du temps, alors c'est très variable, hein, bien sûr, mais je vous donne un schéma très, très global, hein. La plupart du temps, bien évidemment, le critère d'âge est relativement large, hein, tous les adultes. Souvent, ça s'arrête à 80 ans, quelquefois un peu moins. Souvent, on inclut des patients uniquement évoluant depuis moins de 2 ou 3 ans. Alors attention, les patients, les familles confondent l'évolution avec le diagnostic. On parle bien de la date des premiers symptômes et non pas la date à laquelle le médecin a fait le diagnostic. Il faut avoir une capacité respiratoire qui soit presque normale, plus de 70%. Et puis, bien sûr, il faut avoir une SLA de manière assez avérée, hein, ce qu'on appelle les formes probables ou définies.
c'est-à-dire des personnes qui ont 2 ou 3 niveaux d'atteinte, c'est-à-dire les bras et les jambes, ou le niveau bulbaire et les bras, etc., ou les 3 niveaux, mais pas juste une atteinte d'un bras ou pas juste une atteinte d'une jambe, la plupart du temps. Alors ces dernières années, les critères se sont un peu modifiés. Il y a un critère nouveau qui est arrivé, un petit peu à cause de l'édaravone, mais aussi un peu à cause du masitinib. C'est l'évolutivité, puisqu'il a été montré dans ces études-là. Alors, je dis montrer, mais ce sont des études uniques, donc ce n'est pas vraiment une démonstration scientifique, mais que les individus qui répondaient mieux au traitement étaient soit des formes plus évolutives, soit des formes moins évolutives. Donc, la vitesse de déclin sur l'échelle de handicap que nous utilisons est maintenant de plus en plus souvent un critère qui est introduit à l'intérieur des études. Donc, il ne suffit pas de nous dire, ben voilà, j'ai une SLA, je voudrais participer. Nous avons besoin de critères bien particuliers. Et souvent, ben, on voit les patients, on définit les critères et on voit qu'est-ce que c'est qu'on peut leur proposer éventuellement comme étude. Troisième grand point sur une étude, c'est les contraintes. Et très souvent, les patients oublient les contraintes des études. Et c'est un vrai souci. Il y a eu quelque temps, un patient des Côtes-d'Armor m'a contacté pour être inclus dans une étude à Montpellier. Bien évidemment, c'est quasiment impossible de faire une étude. Puis aussi, il y a d'autres médicaments supplémentaires, des fois qu'il faut prendre. En ce moment, on a un protocole dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est le ravulizumab, qui nécessite qu'on fasse plusieurs vaccins contre le pneumocoque, qui nécessite que pendant 1 an ou 2, on prenne des antibiotiques de manière continuelle. Il y a certains médicaments qui sont difficiles à administrer et il faut avoir un aidant familial. Donc, les patients qui vivent tout seuls ne peuvent pas faire le protocole, ce qui est pas très agréable pour nous non plus. Des fois, il faut utiliser un matériel pas simple d'utilisation dans un protocole qui est à venir. Il faut que ce soit le patient lui-même qui fasse ses tests respiratoires, ce qui est loin d'être évident pour tout le monde. Et puis, de toute façon, ça, ce sont les conditions minimum en France pour faire partie d'une étude. Il faut avoir un régime de sécurité sociale et il ne faut pas être sous tutelle ni sous curatelle. Alors, les essais dans la SLA, il y en a beaucoup. Les patients sont très friands de ça, nous aussi. Mais il faut garder à l'esprit que le Riluzole a été commercialisé en 1997. Les premières études avec le Riluzole, c'est 1989. Ça veut dire que depuis 1989, c'est-à-dire depuis plus de 30 ans, aucune autre molécule n'a démontré d'efficacité dans la maladie. Et ça, c'est quelque chose, c'est pour ça que je marque un espoir déçu. Il faut faire très attention. Donc, toutes les molécules qui ont montré un effet en phase 2 jusqu'à présent n'ont rien montré en phase 3. Donc, attention. Du déclin respiratoire en phase 2 de 50%, ce qui est gigantesque, mais c'était une étude sur 3 mois, et sur 3 mois, c'est ridicule. On ne peut absolument pas suspecter l'effet d'un médicament en faisant un essai sur 3 mois dans la maladie, et de fait, l'étude de phase 3 n'a strictement rien montré. Plus compliqué, plus difficile pour nous, c'était l'arimoclomol, parce que l'arimoclomol avait montré un effet dans 2 études de phase 2, et finalement, l'étude de phase 3 ne montre rien non plus. Et le levocibendam, un autre médicament, dont la phase 2 en Angleterre avait suggéré quelque chose, mais en phase 3, il n'y a absolument rien de nu. Et puis, je le disais tout à l'heure, il y a des médicaments qui ont aggravé les malades. Avec le BDNF, il y a eu 30% de décès en plus. Avec la stimulation diaphragmatique, il y a eu 50% de décès en plus. Donc, vous voyez, il faut faire très attention quand même quand on fait une étude. Il faut pouvoir s'assurer qu'on n'aggrave pas, bien évidemment, les patients avec les médicaments que l'on évalue. Alors, il y a beaucoup d'essais en ce moment, que ce soit en France ou ailleurs. Il y a 3, 4 à 5 fois plus d'essais en ce moment qu'il n'y en avait avant. La plupart des essais concernent bien sûr l'Europe, pas tous, mais la plupart concernent l'Europe. Ce sont surtout des phases 3 parce que une grande partie des essais qui commencent, c'est-à-dire les phases 2, se font dans le pays d'origine.
Et comme vous le savez, les États-Unis sont quand même un des grands moteurs au niveau mondial. Donc, bien souvent, les phases 2, ce n'est pas trop souvent en Europe. On a surtout les phases 3 en Europe. Les patients, des fois, me disent, est-ce qu'on peut aller à l'étranger faire une étude? Oui, bien sûr, c'est toujours possible, mais il ne faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de patients et les autres pays veulent d'abord, et c'est logique, inclure des patients de leur pays. La barrière linguistique, des fois, est un vrai problème. Sauf peut-être, en effet, les formes rares de SLA. En ce moment, il y a une étude qui va débuter en Amérique du Nord avec les patients qui sont porteurs de la mutation FUS. C'est une mutation assez rare, hein. Il y a en France probablement moins de 10 ou 20 familles porteuses de cette maladie. Aux États-Unis et au Canada, ils sont en train de s'organiser pour accueillir les patients qui vont pouvoir aller y habiter et pouvoir disposer du médicament. Donc, on a une patiente là qu'on ne suit pas à Montpellier, mais qu'on connaît de la région nancéenne, hein, et une autre qui habite en Italie, qui vont pouvoir aller là-bas directement pour faire l'étude. Et apparemment, on nous a dit qu'il y aurait des centres en Europe, mais je n'en vois toujours pas arriver. Donc peut-être faudra-t-il faire en effet ce déplacement. Le point important quand même que je voulais souligner auprès de vous, parce que les gens n'ont pas toujours conscience de l'importance de l'effet de la mondialisation dans les essais thérapeutiques. Et j'ai coutume de dire, comme une boutade, que c'est probablement le seul effet positif de la mondialisation. C'est une boutade, j'exagère bien sûr. Mais si un médicament montre un effet, quel que soit le continent sur lequel il montre un effet, et la disponibilité du médicament se fera en France et en Europe de façon extrêmement rapide. Donc ce n'est pas parce qu'un essai n'a pas eu lieu en France que le médicament ne peut pas être disponible rapidement dans notre pays. Ça, c'est un point extrêmement important. Alors, quelques essais récents donc, dont je voulais vous parler brièvement. Alors, je vous reparle de Mirocals, l'interleukine 2, une étude française qui se fait en France et en Grande-Bretagne. Vous voyez, il y a un certain nombre de centres qui participent à cette étude. Le recrutement de cette étude est terminé depuis le troisième trimestre 2019. C'est une étude sur 1 an et demi qui correspond vraiment aux standards des études. Et ce n'est pas pour rien parce que Gilbert Ben-Simon, qui pilote cette étude, était le médecin qui avait conçu les études Riluzole. Donc, c'est quelque chose de fiable. C'est vraiment un médecin qui a coutume de faire des études de grande qualité, qui ne brade pas les choses en faisant une étude sur 6 mois. Donc ça, c'est quelque chose qui nous rend assez confiants sur la qualité du résultat qui sera rendu. C'est une étude de phase 3 sur 12 mois, 12-18 mois, et un traitement donc maintenant qui est terminé chez à peu près tout le monde. Vous voyez, beaucoup de patients, 216. Nous aurons les résultats dans les mois qui viennent. L'idée de l'interleukine, c'est d'augmenter le taux de lymphocytes T régulateurs et les études, en particulier aux États-Unis, ont montré que les patients qui ont le taux de T régulateur le plus élevé sont ceux qui évoluent le plus lentement. Donc, on espère que ce traitement va aider à atténuer le processus dégénératif de la maladie. David Devos, à Lille, avec un médicament qui est un chélateur du fer. L'idée, c'est de diminuer ce que l'on appelle la ferroptose, c'est-à-dire la mort neuronale induite par les dépôts de fer. C'est une étude multicentrique française dans laquelle tous les centres français qui le souhaitent participent sur 12 mois avec un grand nombre de patients. Elle est encore en cours de recrutement, cette étude. Donc, je ne peux pas vous en parler beaucoup plus puisque nous n'avons bien évidemment aucun élément de résultat, hein. C'est du double aveugle. Donc, tant qu'une étude n'est pas terminée, on ne peut rien en dire de bien spécifique, ni de particulier. Vous pourrez peut-être poser la question à David Devos tout à l'heure quand il parlera de Pulse. Le masitinib, que l'on attendait depuis un certain temps, c'est un médicament neuroprotecteur. Il est très neuroprotecteur sur les neurones en culture, il est neuroprotecteur sur les modèles animaux de SLA. Et puis, apparemment, c'est une molécule qui récemment a confirmé son efficacité dans la maladie d'Alzheimer. Donc, très probablement,
un effet neuroprotecteur assez intéressant. Donc, il y a eu une étude de phase 2, mais peut, comme toujours, peut, sur une présentation mal faite, être un petit peu exagéré. C'est pourquoi nous attendions une étude de phase 3. Cette étude de phase 3 est en cours dans le monde, hein, c'est une étude internationale. Il y a pas mal de centres en France. Vous voyez, 450 patients sont attendus. Deux soucis avec cette étude. Le premier, c'est les critères d'inclusion. Vous le voyez, il faut avoir un déclin significatif à l'inclusion, mais 3 mois plus tard, il faut avoir encore un déclin significatif. Et en même temps, il faut qu'il n'y ait pas de perte de fonction. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a besoin de monter les escaliers à l'aide d'une rampe ne peut pas être inclus. Quelqu'un qui a besoin qu'on lui coupe la nourriture à table ne peut pas être inclus. Donc, c'est difficile d'inclure les patients dans cette étude parce qu'il est compliqué d'avoir un patient qui a une SLA qui serait évolutive et en plus ne pas avoir de handicap. Donc, au jour d'aujourd'hui, je vous donne juste un exemple. À Montpellier, nous suivons 550 patients. Nous avons identifié un seul patient qui avait les critères d'inclusion. Donc, nous attendons impatiemment que le laboratoire devienne raisonnable et change ses critères d'inclusion. Mais sinon, l'étude ne pourra pas se continuer. Ceci dit, depuis peu, l'Agence européenne du médicament a demandé un arrêt des inclusions parce qu'il y a une enquête qui est en cours sur des problèmes cardiaques éventuels. Aucune preuve pour le moment qu'il y ait un lien avec le produit, mais comme toujours, c'est ce que je vous disais au départ, les agences s'occupent de la sécurité d'emploi d'un produit. Et donc, quand cette enquête sera terminée, je pense que nous pourrons reprendre les inclusions dans cette étude qui, je crois, est une étude assez importante. TUDCA, c'est une étude académique. Ce sont les Italiens qui ont lancé les choses. Quand je dis académique, ça veut dire que ce n'est pas un laboratoire pharmaceutique qui est à l'origine de l'étude. C'est l'étude de l'acide taurourso-désoxycholique, une molécule qu'on connaît depuis très très longtemps, qui se fait en Europe, dans de nombreux centres, et vous voyez sur quatre centres en France. C'est un médicament qui est neuroprotecteur in vivo, in vitro. Il y a beaucoup de molécules anciennes qui sont reprises pour être testées sur des modèles de différentes maladies, et les tests systématiques ont permis de montrer que cette molécule avait un intérêt. Aux États-Unis, ils ont fait une phase 2 en association avec le butyrate, et cette phase 2 en association avec le butyrate a montré un effet significatif par rapport au placebo. C'est très encourageant, mais il faut quand même souligner le mais, c'est-à-dire que le butyrate et le TUDCA, isolément, n'ont pas encore démontré d'effet. Donc, il était assez surprenant que les Américains se lancent dans une étude d'association de deux molécules, parce que quand vous utilisez une association de deux molécules dont chacune n'a pas démontré un effet isolément, vous ne pouvez pas savoir si l'effet que vous observez est dû à l'un ou à l'autre, ou à l'association des deux. Et on n'a pas non plus la preuve que le butyrate n'inhibe pas le TUDCA ou que le TUDCA n'inhibe pas le butyrate. Donc j'insiste beaucoup sur la nécessité absolue d'avoir toujours une démarche scientifique vis-à-vis des études. Donc nous verrons la suite. Je sais que le TUDCA plus le butyrate est envisagé en phase 3 en Europe pendant quelques mois. Nous verrons ce que ça donne. Donc TUDCA n'a pas fini ses inclusions. Je pense que les inclusions seront terminées en fin d'année. L'étude se fait sur 18 mois. Ça veut dire que nous n'aurons pas les résultats de TUDCA avant 2023. Ça prend du temps, toujours, mais c'est normal que ça prenne du temps. Une étude sur 3 ou 6 mois dans la maladie n'a vraiment aucune valeur, sauf si, bien évidemment, nous avions un médicament qui améliore les patients, mais on en est loin pour le moment. C'est une étude franco-allemande, franco-suisse-allemande. C'est Paul Lingor à Göttingen qui mène cette étude. C'est une étude financée par l'Europe, comme TUDCA. Vous voyez, 4 centres en France. L'étude est un peu compliquée. C'est une étude pilote, en fait. C'est la première fois que cette molécule est expérimentée, même si elle a un effet neuroprotecteur qui a été démontré. Et un effet neuroprotecteur assez intéressant parce que ça diminue les agrégats de SOD1 et on sait que
le misfolding, le mauvais repliage de SOD1 joue un rôle dans la maladie assez important. Mais c'est une étude compliquée parce qu'il faut que le patient puisse être perfusé matin et soir 20 jours de suite. Là, ça veut vraiment dire qu'il faut habiter très proche du centre. Et si on n'habite pas juste à côté du centre, bah, c'est difficile d'être inclus. Donc, entre les patients qui ne souhaitent pas les études, entre les patients qui n'habitent pas très proches, etc., on a quand même beaucoup de mal à inclure dans cette étude, d'autant que son démarrage s'est fait en pleine période de Covid, donc ça n'a pas simplifié les choses. J'espère qu'on pourra finir les inclusions d'ici la fin de cette année. Le ravulizumab, je le citais tout à l'heure, c'est une étude qui nécessite que l'on fasse beaucoup de vaccins. C'est un anticorps monoclonal qui est dirigé contre un composant de notre immunité. Vous voyez qu'il y a pas mal de centres en France. C'est une étude de phase 2-3. En fait, ils n'ont pas fait de phase 2, mais donc ils font un groupement en fait, entre phase 2 et 3. C'est une étude qui est faite aussi, les phases 2-3 sont faites pour gagner du temps, de ne pas perdre de temps à faire une phase 2, puis ensuite passer en phase 3. Vous voyez que le nombre de patients est relativement important. Les inclusions de cette étude sont terminées depuis le début de cette année. Et donc, nous devrions avoir les résultats de cette étude courant 2022. Ça module l'immunité. Donc, l'idée, c'est un peu comme, mais d'une manière différente, mais un peu comme Mirocals, d'atténuer l'immunité agressive. Dans cette étude, on doit quand même vacciner le patient avec 2 vaccins contre le méningocoque. On doit ensuite faire un vaccin contre l'hémophilus influenzae. Et ensuite, on doit en même temps, pendant toute une année au moins, mettre les malades sous pénicilline pour prévenir les infections au méningocoque. Donc, vous voyez, ce n'est pas rien. Je vous cite les vaccins, non pas parce que j'y suis opposé, au contraire. Moi, ça ne me pose absolument aucun problème de vacciner des patients. Mais je sais qu'un certain nombre de personnes peuvent y être relativement opposées ou réfractaires. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que les vaccins sont là pour nous protéger. Mais c'est quand même des process supplémentaires qui sont à prendre en compte. Et puis, 1 an d'antibiotiques aussi, c'est quand même quelque chose dont il faut avoir l'information. J'ai vu également récemment une autre étude avec le ANX5 d'Annexon. C'est aussi un anticorps monoclonal contre un composant de l'immunité. Ce n'est pas le C5 cette fois-ci, c'est le C1Q. Cette étude est internationale, il y a 3 centres en France. C'est une phase 2, 2 perfusions par semaine, un petit nombre de patients, hein, comme la plupart des études de phase 2, contre placebo bien sûr, avec des critères d'inclusion assez classiques. C'est une étude dont les inclusions sont en cours, donc je mets à chaque fois les centres, hein, de manière que si un tel ou un tel est intéressé, bah, vous puissiez contacter les centres en question. Je marque les centres qui sont définis par l'étude, mais peut-être que ces centres n'ont pas encore chacun démarré l'étude. C'est eux qui pourront vous le dire. Mitsubishi est en train de faire ou de terminer une étude avec l'édaravone oral. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'édaravone a montré son efficacité et encore une efficacité très modeste dans une étude de phase 2. Donc, il n'y a aucune démonstration scientifique, j'insiste bien là-dessus. Maintenant, le laboratoire a lancé dans le monde, hein, une étude de phase 3, et c'est une étude en ouvert, donc sans placebo, juste pour démontrer la tolérance. Donc, vous voyez, il y a un seul centre en France qui fait cette étude. Ça n'aboutira strictement à rien dans la démonstration de l'effet du médicament, puisqu'il n'y a pas eu d'étude de phase 3 en double aveugle. Donc, c'est assez surprenant, d'autant plus que là, cette fois-ci, c'est une étude qui semble avec un médicament comprimé, alors que l'étude qui a été faite en phase 2 aux États-Unis était avec une voie intraveineuse. Voilà, donc pour moi, au plan scientifique, puisque je suis encore jusqu'à ce soir président du conseil scientifique de l'ARSLA, on peut scientifique sur. Enfin, pour parler de manière beaucoup plus sérieuse des études qui ont des chances de changer la vie des patients, c'est la thérapie génique dont je voulais vous parler. Là, vous avez le cadre
le cartouche de la publication du New England Journal of Medicine, qui date, vous le voyez, de juillet dernier. C'est la publication de l'étude de phase 1-2 de l'oligonucléotide anti-SOD1 qui a été évaluée chez les sujets porteurs de mutations SOD1, donc des formes familiales de SLA avec mutation SOD1. Et les résultats de cette étude qui a duré 6 mois, hein, c'est que 80% des patients ont un ralentissement de 80% de leur évolution, donc presque une stabilisation de la maladie. Et chez 20% des autres patients, chez les 20% restants, eh bien, il y a eu une amélioration de la capacité respiratoire du testing. Et puis en parallèle, je vous ai déjà parlé des neurofilaments qui sont un marqueur de la neurodégénérescence. Donc, quand les neurofilaments augmentent, la neurodégénérescence augmente. Quand les neurofilaments d'étude, il y a une diminution très importante du taux de neurofilaments. Donc là, c'est une étude de phase 3. Nous aurons les résultats de l'étude de phase 3 en fin d'année, probablement vers entre septembre et novembre. Mais ce médicament devrait en juillet, donc c'est très prochain, être disponible pour les sujets qui sont porteurs de mutations SOD1 à évolution rapide. Et normalement, d'ici la fin d'année, on espère avoir la disponibilité du médicament pour tous les sujets porteurs de mutations SOD1, sauf si, bien sûr, l'étude de phase 3 ne démontrait pas de persistance de l'effet, puisque là, on est sur une étude qui aura duré bien plus longtemps, 2 ans de plus qu'initialement, puisque cette étude a déjà donné des résultats depuis fin 2018. Hein, c'est la période à laquelle, courant 2019, a été lancée la phase 3. Donc, nous aurons des résultats plus précis, nous saurons si l'effet se confirme, nous saurons si l'amélioration des patients est présente, si la maladie peut être stabilisée ou pas. Et donc, nous espérons que ce médicament sera efficace d'une part, et s'il est efficace, pourra être mis à disposition de tous les patients porteurs de mutations SOD1. La grande question pour nous est de savoir si les patients qui ne sont pas mutés sur le gène SOD1 peuvent ou pas bénéficier de cette médication. Pour le priori, non, mais il faudra lancer rapidement des études pour essayer de le déterminer. Alors, il y a plusieurs études qui sont à venir, en France, je parle. L'édaravone en comprimé, cette fois-ci en double aveugle, est en train d'arriver avec un autre laboratoire, le laboratoire Ferrer. Il y a une autre molécule, le pegcégatoplan, qui s'injecte par voie sous-cutanée, qui devrait bientôt débuter également. Il y a le fameux oligo-antisense antifus, dont je vous parlais tout à l'heure avec le laboratoire Ionis, mais pour le moment, j'ai mis 4 points d'interrogation. Je ne sais pas si la France va y participer ou pas. Donc, ce Cytokinetics a également le reldesemtiv qui est dans les tuyaux, qui est un médicament comme le tirasemtiv qui a été utilisé il y a quelques années et qui n'avait pas démontré d'effet. Le reldesemtiv semble nettement mieux toléré et devrait normalement faire l'objet d'une étude internationale dans les mois à venir. Je dis normalement parce que ça fait à peu près 2 ans qu'on nous parle de cette molécule. Et le laboratoire, pour le moment, nous met en attente. Peut-être veulent-ils attendre les résultats des thérapies géniques pour voir comment se positionner par rapport à ça. Dans le monde, il y a plus de 100 études qui sont prévues sur la SLA, de genres très, très variés. Hein. Il y a la thérapie génique, bien sûr, anti-C9. Vous savez que C9 est la mutation la plus fréquente dans les formes familiales de SLA. Il y a une étude qui est en cours depuis fin 2019 aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et en Suisse. Il y a d'autres thérapies géniques qui sont en train d'arriver. L'antifus aux USA, je vous en ai parlé, j'espère que ce sera ailleurs. Il y a aussi l'anti-SOD1 pour les patients présymptomatiques qui est déjà envisagé. Mais dès lors que l'oligo-antisense anti-SOD1 aura confirmé son efficacité sur les patients malades, eh bien, le laboratoire, et c'est logique, envisage d'ores et déjà de traiter les sujets porteurs de la mutation, mais qui ne sont pas encore symptomatiques. C'est un espoir très important, justement, de pouvoir bloquer la maladie chez ces personnes. Et avec le biomarqueur de neurofilaments, il semble qu'on ait un moyen très précis de pouvoir savoir si l'on contrôle la maladie.
Tout cela sera bien sûr à confirmer. Et beaucoup de médicaments, des médicaments anciens, des médicaments nouveaux sont en cours d'études. Voilà, donc en conclusion, beaucoup d'études sur la SLA. Avec la thérapie génique, on a vraiment une avancée qui semble majeure. Il faudra vraiment savoir si cette thérapeutique peut bénéficier aussi au sujet sporadique. Ça reste quand même un traitement lourd, hein, puisqu'il s'agit dans le premier mois de faire 3 ponctions lombaires pour injecter le produit, et puis ensuite une ponction lombaire tous les mois. Donc c'est quelque chose qui est relativement invasif pour le patient, mais si on arrête la maladie, ben, ça vaut la peine, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Il est clair que l'avenir est porteur de très grands espoirs sur la thérapeutique de la maladie, mais attention, quand on fait une conférence en vous disant qu'il y a de grands espoirs, très souvent les gens attendent des espoirs pour 3 ou 6 mois, ce n'est pas le cas. Les espoirs, c'est pour dans quelques années. Vous voyez, j'ai mis un horizon de 2 à 5 ans. Ce n'est pas vraiment quelque chose d'immédiat tant que nous n'avons pas de médicaments qui guérit les personnes. Eh bien, l'espoir ne peut pas être immédiat. Et je sais que c'est compliqué de bien rappeler cet aspect, mais l'espoir, ce n'est pas l'illusion, et ce n'est pas parce qu'il y a des espoirs importants que demain, on aura réglé le problème. Voilà, je vous remercie. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Donc, il y avait déjà quelques questions sur la conversation. Participant à une phase 3 de molécules, je ne constate aucun ralentissement des dégâts de la SLA. Bien sûr, je ne regrette pas ma participation, mais je ne suis pas sûre de suivre la 2e année avec le médicament. Alors, c'est vraiment une question extrêmement importante. Le riluzole, qui est le seul médicament efficace à ce jour, qui ralentit la maladie de 35%, et 35%, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le riluzole, quand nous l'avons essayé, comme ça ne fait que ralentir la maladie, les patients et les neurologues n'ont eu absolument pas du tout l'impression que le médicament faisait quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas voir quelque chose si ça ne fait que ralentir. La seule manière de voir quelque chose, c'est si le médicament améliorait le patient. Donc, si vous avez un médicament qui va ralentir votre maladie de 50%, vous ne verrez jamais rien. Donc, même si on a l'impression que ça ne fait rien, il ne faut surtout pas arrêter une étude, parce que si vous arrêtez l'étude, d'abord, vous allez diminuer le nombre de sujets qui seront analysables, et donc ça va compromettre la possibilité de démontrer les faits, mais ça ne veut pas du tout dire que vous n'avez pas un médicament qui est efficace. Donc, tant que nous n'avons pas de médicament qui guérit les patients, vous ne pouvez pas voir l'effet du médicament, et votre neurologue ne peut pas le voir non plus. Donc, c'est une affaire aussi de patience, de pugnacité. Je dois dire qu'il faut bien vous repositionner dans la période où nous avons eu les résultats du riluzole. Hein. Les derniers résultats du riluzole, c'était 92, 91. Nous étions tous les neurologues des centres, persuadés que le médicament ne faisait rien, parce que nous voyions tous les malades qui continuaient de se dégrader. Et quand nous avons vu les résultats, nous avons été complètement sidérés. Il y avait une différence, dès le 6e mois de traitement, il y avait une différence énorme entre les sujets traités et les sujets placebo. Donc, gardons confiance, ne pas se décourager. Mais en effet, si le médicament ne fait que ralentir, le patient se dégradera. Mais il ne peut pas savoir à quelle vitesse il va. Et très souvent, les gens ne s'imaginent pas à la vitesse à laquelle va naturellement une SLA. Et bien évidemment, chacun voit midi à sa porte, et il a forcément toujours l'impression que ça ne va pas comme il le veut, ce qui est logique. Hein. Mais c'est très important d'être, pour le coup, en effet, d'être patient en la matière, même si je sais que ce n'est pas simple. Ensuite, il y a une question pour d'efériprone. Est-ce que le taux sanguin de fer en ferritine est un indicateur qui pourrait préjuger de l'effet du produit? Les prises de sang sont très régulières dans cette étude parce que le médicament peut avoir une toxicité sur la lignée sanguine. Ce n'est pas pour voir tellement la variation du taux de ferritine.
mais on a l'impression, et il y a eu des études contradictoires dans ce sens, on a l'impression que l'élévation du taux de ferritine semblerait un peu parallèle à la sévérité de la maladie. Mais comme il n'y a pas de consensus scientifique là-dessus, je ne peux pas en dire plus. Peut-être que David DeVos en dira un peu plus tout à l'heure. Est-ce que les recherches de mutations C9FUS et SOD1 sont-elles systématiquement prescrites et réalisées en centre SLA? Alors, il y a deux niveaux de réponse. Dans le sud de la France, oui, puisque nous avons mis ça en place en juillet 2019. Et c'est le laboratoire de Nîmes qui fait ça. Donc, ça concerne, je crois, de mémoire, les centres de Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nice, Lyon, Clermont-Ferrand et peut-être Marseille, je n'en suis pas sûr. Et depuis ce mois-ci, avec le laboratoire Biogène, Philippe Corsia a lancé une étude nationale à laquelle tous les centres participent sauf Paris. Et cette étude nationale a pour but donc de faire de manière systématique C9 et SOD1 à tous les patients. Et nous nous félicitons d'avoir fait ça depuis mi-2019 parce que nous avons découvert 6 ou 7 patients qui étaient porteurs d'une mutation SOD1 alors que nous ne le soupçonnions pas. Nous faisions déjà de manière, dès le moindre doute, nous faisions déjà la recherche de mutation C9, mais nous ne le faisions pas pour SOD1. Donc, dans beaucoup de centres, oui, c'est en place depuis pas mal de temps. Et depuis le mois de juin, normalement, dans tous les centres, sauf Paris qui ne participe pas à l'étude de Biogène, mais qui fait peut-être quand même l'analyse systématique, ça je ne sais pas. Donc cette analyse est systématiquement faite de manière à ne pas passer à côté de quelqu'un porteur d'une des mutations qui sont la cible des essais thérapeutiques actuellement, et donc de manière à ne pas faire perdre de chance. Alors encore une question écrite, et puis j'ai vu les mains qui s'étaient levées. Y a-t-il des expérimentations avec l'anti-PTB? Pas que je sache. En tout cas pas en Europe. Il ne peut pas y avoir d'expérimentation avec l'anti-PTB parce que l'anti-PTB, c'est une preuve expérimentale. Donc, avant d'aller sur une preuve expérimentale, c'est-à-dire sur des cultures cellulaires, il faut aller plus loin sur l'animal, sur les modes laboraires, à l'homme aussi facilement. Il faut démontrer que, par exemple, que cet anti-PTB ne va pas. Il faut vraiment observer chez l'animal ce que cela donne avec le temps. Et on commence par l'animal le plus simple pour nous, qui est la souris ou le rat. Et puis ensuite, on essaye d'aller à un animal un peu plus proche de nous, comme le cochon, le singe, etc. Et puis après, on passe aux phases humaines. Mais il est évident que l'anti-PTB, c'est un espoir majeur, hein, puisque, je le rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que quand vous bloquez PTB dans une culture de cellules, vous transformez toutes les cellules en neurones et vous pouvez donc faciliter ainsi une réparation. C'est si simple que ça, mais c'est une découverte absolument majeure dans les neurosciences. Et je pense, et je fais un peu le pari, on verra bien si l'avenir me détrompe, mais je pense que le Kian, le découvreur par hasard d'ailleurs, du rôle de cet anti-PTB, devrait, à mon avis, dans les années qui viennent, avoir un prix Nobel de médecine, surtout dès qu'il y aura les premières applications officielles de cet anti-PTB. Mais pour utiliser anti-PTB, il faudrait d'abord avoir arrêté la maladie chez l'homme. Et l'idée de l'anti-PTB, c'est de faciliter une réparation. Donc d'abord, on doit bloquer la maladie chez l'homme, et ce sera peut-être le rôle du bloqueur de SOD1 à l'intérieur du virus. Et une fois que ça s'est fait, on peut à ce moment-là bloquer PTB et transformer les cellules sur place en neurones et espérer peut-être un neurone, c'est long, hein, le prolongement d'un neurone qui innerve le pied fait 1 mètre de long, donc il faut certainement des process particulièrement performants pour arriver à faire ça. Donc c'est une découverte majeure, hein, pour les neurologues parce que c'est pour nous une possibilité peut-être de réparer le cerveau sans avoir à y toucher et donc réparer
les accidents vasculaires cérébraux, réparer le Parkinson, réparer l'Alzheimer et réparer la SLA. Une application. Vous voulez enlever votre micro? J'ai vu que vous aviez levé la Oui, main. bonjour. J'ai eu ma fille qui a eu la SLA, donc une évolution assez rapide, puisque ça a duré 2 ans depuis le début. Et elle a été atteinte, donc là c'est assez récent. Malheureusement, bon, sa maman a eu la même chose, et c'est le gène FUS. Elle était suivie à Lyon, le gène FUS, et du coup, j'aurais voulu savoir si vous aviez des dates des essais ou la fin de ces essais que vous avez parlé tout à l'heure, d'une part, et d'autre part, comme c'est génétique, mes petits-enfants, ils ont préféré ne pas faire cette étude en se disant, sur le conseil du neurologue, peut-être que si par hasard, il y a un risque sur 2 que vous ayez aussi ça, d'ici que ça se développe, il y aura peut-être quelque chose de trouvé à ce moment-là qui pourra être soigné et qui pourra soigner cette maladie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'étude sur FUS, elle commence aux États-Unis et au Canada. Et c'est pour ça que on est un peu à l'affût de l'existence d'autres centres, et en particulier en Europe. Mais au jour, pour les enfants, je crois qu'on en a déjà discuté, Monsieur Guglielminetti. À partir du moment où la thérapie génique anti-FUS aura démontré son efficacité, mais c'est vrai que pour l'instant, sauf si on veut être absolument sûr d'avoir un enfant sans être porteur de la mutation, c'est en effet purement gratuit de savoir si on a cet élément ou pas, quoi. Y a-t-il des modèles animaux de la SLA sporadique? Non, puis savoir ce qu'est la SLA sporadique, donc tous les modèles SOD1. Voilà. Un avis sur le document d'orientation du développement des traitements expérimentaux de la FDA de septembre 2019? Non, pas d'avis particulier. Je ne connaissais pas ce document. Je ne pense pas que ça révolutionne vraiment, qui a été émis sur ce plan-là par l'Europe. Il est quand même frappant de voir que, quels que soient ces documents qui sont émis par des autorités régulatrices, il est frappant de voir qu'il y a énormément de laboratoires qui s'en affranchissent et qui ne suivent pas les recommandations des autorités régulatrices. Les années des essais dans la SLA, c'est de faire une étude minimum de 9 mois et un optimum 18 mois. Ça n'a pas empêché la Daravone de se faire sur 3 ou 6 mois. Ça n'a pas empêché beaucoup d'études de se faire sur 3 ou 6 mois, ce qui est en effet extrêmement regrettable. Donc, je pense que la FDA a dû publier quelque chose globalement du même ordre. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est les documents de l'EMEA, l'Europe, qui nous sont éventuellement opposables. Les règles aux États-Unis peuvent être tout à fait différentes. Et on l'a vu d'ailleurs avec la présidence de Donald Trump, puisqu'il il est passé outre quasiment la totalité des règles pour commercialiser des médias autorisés aux États-Unis, alors qu'elle n'avait pas démontré son efficacité. Une dernière question peut-être. Pourquoi tous les centres ne font pas les tests SOD1, notamment Paris? Peut-être que c'était déjà dit. Ah, tu as coupé le son. Mon micro s'est encore désactivé. Je n'ai pas dit que Paris ne faisait pas l'étude, j'ai dit que Paris ne participait pas à l'étude promue par Biogène et organisée par Philippe Corsia. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils le font systématiquement ou pas?
Maintenant, si vous voulez savoir pourquoi Paris ne participe pas à l'étude pilotée par Philippe Corsia, il faut poser la question difficilement compréhensible, mais je n'ai pas de jugement à faire là-dessus, hein. Chacun fait ce qu'il veut. C'est juste dommage qu'un centre comme Paris ne participe pas, comme tous les autres centres, aux recherches qui sont faites par la filière. Voilà. Mais après, ils ont peut-être des impératifs particuliers, peut-être qu'ils ont déjà commencé à le faire en systématique et qu'ils ne souhaitaient pas changer les choses. Je ne sais pas, aucune idée. Très bien, merci. Nous avons épuisé un petit peu les questions. Je souhaitais dire un grand merci à William Camus, qui arrête ce soir sa mission, à notre grand regret, à la tête du conseil scientifique de l'ARSLA. Le vice-président du conseil scientifique, Cédric Raoul, prend sa suite. Depuis 6 ans, William, vous avez œuvré avec le conseil scientifique, avec un sérieux et une rigueur pour sélectionner les meilleurs dossiers de recherche, nous en donner régulièrement des nouvelles et finalement apporter également de l'espoir avec les dernières avancées. Les revues accolades en restent le témoin. Votre attention permanente et vos alertes nous ont vraiment permis d'apporter des réponses les plus claires possibles aux questions des malades. Récemment, sur Pulse, vous avez permis, nous allons voir ça après, de structurer des demandes d'études ancillaires et de pouvoir envisager l'utilisation prochaine des données recueillies. Donc, je tenais, au nom de tous les membres de l'association de la RSLA et de toute la communauté SLA, à vous adresser nos remerciements. Merci Valérie, c'est très gentil à vous. En effet, je termine plutôt ma mission au conseil scientifique pour des raisons personnelles et des raisons professionnelles. Je reste extrêmement engagé pour la maladie. Mes obligations locales doivent maintenant primer sur tout ça. Je reste de toute façon à vos côtés je remercie l'ARSLA et puis l'ensemble des membres de l'ARSLA de la confiance qu'ils m'ont témoignée depuis toutes ces années.